Cette fois aussi. Donc, oui, voilà, bonjour tout le monde et merci donc à l'IPSL pour cette invitation, pour m'exprimer sur cette thématique qui est vraiment d'actualité en ce moment. Il y a voilà, un groupe de travail, d'après ce que j'ai compris, qui réfléchit à ces questions depuis quand même, en tout cas 2, 3 ans, à l'IPSL aussi. Et on a fait une démarche similaire à l'Université de Lausanne. Il y a déjà eu 2, 3 échanges avec notamment Éric Guilliardi sur ces questions-là. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais vous faire un petit aperçu de la manière dont on s'est intéressé à cette question, pourquoi on s'y est intéressé déjà à l'Université de Lausanne, dans quel contexte, et puis comment est-ce qu'on y a répondu. Enfin, on ne prétend pas avoir des réponses définitives, bien évidemment, c'est une question complexe, mais surtout comment on a essayé de clarifier le débat, les enjeux à cet égard. Donc en fait, juste pour vous donner 2, 3 éléments de contexte, euh, un groupe de travail a été constitué en février 2020 à l'université de Lausanne, donc université suisse de taille moyenne, enfin petite probablement au standard français, donc 17 000 étudiants, 3 500 chercheurs à peu près, si on compte les doctorants. Un groupe de travail a été constitué plus ou moins à la demande. Il y avait déjà des initiatives, je dirais spontanées, mais à la demande de la direction de l'université, pour justement clarifier ces enjeux-là, en raison du fait, et j'y reviendrai un petit peu après, que la direction a été interpellée à de nombreuses reprises suite à des prises de position publiques de certains de membres de son personnel. Il y a eu des interpellations politiques aussi, suite à des prises de position sur différentes thématiques, souvent sur les questions environnementales, mais pas seulement. Donc, un besoin de clarifier, voilà, quand les universitaires sortent de l'université, et je dis ici les universitaires, et non pas les scientifiques ou les chercheurs, chercheuses, pourquoi? Bien, c'est un terme qui nous a semblé plus générique. Scientifique, il y a cette ambiguïté. Est-ce que la philosophie ou les études littéraires, par exemple, sont une science ou pas? C'est une question, tout dépend de ce qu'on entend par science, évidemment. Mais puis chercheur, chercheuse, ça nous semblait être une fonction parmi d'autres, un rôle parmi d'autres des personnels académiques, en fait. Donc, on a choisi le terme d'universitaire ici, qui nous semblait plus générique pour cette raison-là. Mais c'est bien, in fine, quand même, des personnels, principalement des personnels de recherche dont il s'agit. Alors, quand ils prennent la parole en dehors du contexte académique, ça pose toute une série de questions. Et donc, ce groupe de travail était constitué de 12 membres qui étaient représentatifs de toutes les facultés de l'université. Il y en a 7. C'est une université à Lausanne, principalement axée sur les sciences humaines et sociales. Mais dans les sciences naturelles, on a aussi la biologie, biologie et sciences de la vie, médecine, qui est un petit peu à cheval entre les deux, la géologie et les sciences de l'environnement. Par contre, les sciences fondamentales, maths, physique, etc., sont à l'école polytechnique qui est sur le même campus que nous. Donc, il y a une sorte de partage des tâches à ce niveau-là. Donc, ce groupe de travail a mené des réflexions durant environ 2 ans. On a consulté pas mal de gens, on a fait un débat, enfin un ou deux débats, table ronde, mené une enquête dans la communauté UNIL et des focus group. Et puis tout cela a abouti à la publication d'un rapport il y a à peu près une année jour pour jour, donc en mai 2022. Et puis c'est un petit peu du contenu de ce rapport que je vais vous parler là aujourd'hui pendant environ 45 minutes. Donc, avant tout, pourquoi se saisir de cette question? Eh bien, je l'ai dit, hein, alors en soi, l'engagement public des universitaires, et je vais revenir sur ce qu'on entend par engagement, hein, sur la définition de l'engagement, parce que c'est une question importante. Ça peut être conçu de manière différente en fonction des intérêts et des contextes. C'est pas un phénomène nouveau, mais on assiste quand même, en tout cas, c'est l'origine de ce mandat qui avait été donné à ce groupe de travail, à une forme de recrudescence des prises de position publiques de la part de la communauté de recherche sur certaines thématiques en particulier. Alors, dans le contexte suisse, c'est peut-être un petit peu différent. En France, il y a eu énormément de débats autour de ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme. Il y a eu des controverses très très fortes pendant la période Covid aussi. En Suisse, c'est un petit peu différent. L'islamo-gauchisme, c'est pas quelque chose de très présent.
bien que on ait des politiciens, souvent de droite, qui régulièrement accusent les universités d'être des repères de gauchistes qui veulent prendre le pouvoir, mais disons que c'est pas un débat qui prend énormément de place. En ce qui concerne le Covid, on a eu aussi un certain nombre de controverses. Notamment, une task force avait été constituée pour conseiller le gouvernement, et des membres de cette task force ont pris des positions, et des positions critiques par rapport à la politique Covid du gouvernement. Donc ça a créé pas mal de tensions également. Mais c'est principalement dans le contexte sur des questions notamment d'égalité de genre et de questions environnementales et climatiques que ces questions se posent. Et c'est ça principalement qui a initié la démarche. Donc, on assiste aussi à une transformation des méthodes par rapport à un certain engagement plus traditionnel sur le mode de la conférence ou des interventions médiatiques. Hein. Aujourd'hui, on a la question des réseaux sociaux, on a une certaine parfois radicalisation des prises de parole, des appels à l'activisme académique, la question de la désobéissance civile qui me semble être relativement nouvelle. Donc, il y a si rien n'est nouveau dans la prise de parole publique des universitaires, le contexte change. Il me semble qu'on fait pas face à un contexte un peu particulier. Et comme je l'ai dit en introduction, une recrudescence des interpellations internes comme externes d'ailleurs, hein, de la direction de l'université de Lausanne en particulier, mais je pense que c'est un cas qu'on retrouve un peu partout. Également des autorités politiques. Donc, quand quelqu'un enfin, une chercheuse, un chercheur, un universitaire prend la parole publiquement sur un sujet de société, le plus souvent dans son domaine d'expertise, ça fait réagir parfois positivement, mais ça fait aussi réagir négativement, et en interne comme en externe. C'est-à-dire qu'il y a des collègues universitaires qui vont interpeller la direction en disant mais comment pouvez-vous laisser dire ce genre de choses? Il y a des politiques également qui font ou des citoyens qui écrivent à la direction, à l'Université de Lausanne notamment, en réagissant. Alors, en général, c'est quand la prise de position déplaît forcément, hein, donc il y a quand même un petit biais de ce côté-là. On a eu de notre côté, donc les autorités politiques de tutelle de l'université sont cantonales. En Suisse, c'est cantonal, c'est pas organisé au niveau national, à part pour les écoles polytechniques. Et, donc le législatif, le Parlement, il y a eu des motions, des interpellations qui ont été déposées au Parlement cantonal pour demander au gouvernement cantonal toujours de se positionner par rapport aux prises de position publiques. Donc voilà, il y a un contexte politique aussi là derrière qui fait parler de lui. Alors, le rapport que nous avons déposé, hein, rendu à la direction et qui a été rendu public à la structure suivante. Et je précise peut-être juste que quand la direction nous a donné le mandat de réfléchir à ces questions, donc moi j'ai été le coordinateur de ce groupe de travail, et, le mandat était très ouvert. Hein. On n'avait pas pour mission d'apporter des réponses, nous n'avions pas pour mission absolument non plus de publier un rapport. C'était d'essayer d'y voir plus clair, de clarifier les enjeux. On a décidé nous-mêmes de publier un rapport avec une synthèse de nos réflexions et de ce qu'on a trouvé dans nos enquêtes. Donc il y a une partie plutôt de définition et de clarification des concepts dans le rapport que vous pouvez trouver sur Internet, hein, donc il est en libre accès. Il y a une deuxième section un peu plus empirique sur les résultats de l'enquête que l'on a menée au sein de la communauté universitaire et des focus group. Et puis la troisième, discussion des enjeux, à la fois en ce qui concerne les individus, comment les individus, le personnel de recherche, peut ou devrait se positionner par rapport à ces questions. Et puis, du point de vue de l'institution, comment l'institution elle-même pourrait ou devrait se positionner. Alors, je précise tout de suite que ce rapport n'est pas très prescriptif. Hein, une fois encore, il donne des pistes de réflexion. Parfois, il apporte plus de questions que de réponses. Mais le but, c'était pas de dire, évidemment, de donner les réponses définitives et de dire ce qu'il faut faire. C'est de proposer, de suggérer plutôt des choses. Donc, je vais aller un petit peu dans l'ordre de cette structure-là dans mon exposé. Et puis, je ne pourrais pas traiter chaque point que vous avez là à l'écran de manière
de manière détaillée. Je vais me concentrer plus sur l'un ou l'autre, mais ça vous donnera un peu un aperçu des réflexions et des directions qui ont été esquissées. Donc, pour commencer, la définition de l'engagement, évidemment, hein, c'est assez important vu que c'est le terme clé ici. Alors, voilà, en particulier dans le monde en anglais, dans le monde de la littérature anglo-saxonne, quand on parle d'engagement ou public engagement, c'est vraiment une définition très large qui est utilisée le plus souvent et qui définit toute forme d'interaction avec le monde extra-académique. Nous, on a choisi finalement une définition un peu plus restreinte que cela. Pourquoi? Eh bien, parce que ce qui nous intéresse, c'est quand ça fait réagir, hein. Donc, si on garde cette définition extrêmement large de l'engagement comme toute forme d'interaction, eh bien, quand on va simplement faire de la médiation ou simplement exposer les conclusions d'un rapport, le rapport du GIEC, de manière vraiment très factuelle, en ne sortant pas de vraiment ce qui est dit dans le rapport, etc. C'est très bien, c'est absolument nécessaire, il faut le faire beaucoup, il faut le faire et peut-être le faire beaucoup plus, mais c'est pas ça qui fait réagir le plus en général, hein. Nous, ce qui nous intéressait, c'est les situations qui font réagir. Et les situations qui font réagir, le plus souvent, c'est quand il y a une prise de parole, donc c'est la définition que vous avez là, et c'est la définition qu'on a donnée à l'engagement ici, une prise de parole ou une action qui est à la fois publique et à contenu normatif. Alors, contenu normatif qui contient une forme d'évaluation éthique, sociale ou politique, une sorte de prise de position sur des enjeux sociétaux, hein, en quelque sorte. Donc, on est plus ici dans l'engagement au sens un peu traditionnel de l'intellectuel engagé qui s'exprime et qui, au regard de son expertise d'une thématique donnée, va aussi prendre position non seulement sur des aspects purement factuels, mais aussi sur ce qu'il faudrait faire, hein. Donc, ça va un petit peu plus loin que la simple interaction avec le monde extra-académique. En même temps, c'est plus large que le simple militantisme, hein. On a choisi de choisir le terme engagement et pas militantisme ou activisme qui nous semblait trop restreint. Le militantisme, c'est vraiment une action volontaire, proactive, en coordination souvent avec des groupes organisés. L'engagement, ça peut être simplement quelqu'un, une chercheuse, un chercheur qui s'exprime, par exemple, dans les médias et qui, à un moment donné, prend une position sur un enjeu sociétal, politique, etc. Et très important, souvent d'ailleurs dans la littérature, hein, la petite littérature qui existe à ce sujet, on considère l'engagement comme un continuum, hein, qui va voilà, du purement factuel finalement au purement normatif. Souvent, il y a une grande zone grise entre donner des résultats de recherche ou des conclusions et en tirer des conclusions au niveau des enjeux sociétaux. On est souvent dans une forme d'entre-deux. Alors, c'est une question qui divise. Alors, on s'est posé la question, pourquoi est-ce que ça fait tellement réagir finalement quand les universitaires prennent la parole de manière publiquement et s'expriment sur les implications sociétales et politiques de leur recherche finalement. Alors, ça peut être, on a passé en revue un certain nombre d'études de cas, et on en a conclu qu'il y avait 4 ou 5 raisons principales au fait que ça fasse réagir. Donc, ça peut être perçu comme une utilisation abusive de l'autorité conférée par le statut d'universitaire ou de chercheur-chercheuse. Donc, je me pose comme spécialiste ou expert. Et à partir du moment où on entre sur le domaine plutôt, on sort du purement factuel et on entre sur le domaine du prescriptif ou de l'évaluation ou du normatif, hein. Donc, quelles sont les implications de cela? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faut aller plus vite dans la transition écologique, moins vite, etc. Eh bien, souvent, par les gens qui ne sont pas d'accord, hein, d'ailleurs, avec les prises de position, ça peut être perçu comme une forme d'abus d'autorité ou de statut. Une séparation parfois peu claire entre ce qui est du ressort des résultats scientifiques et des opinions personnelles, j'en reparlerai. Parfois, alors, dans certains cas, des affirmations jugées contraires à un consensus scientifique, évidemment, ça fait réagir et parfois de manière tout à fait légitime, évidemment.
On a eu le cas en Suisse, je pense que c'est le cas aussi en France, de participation de membres de la communauté universitaire à des actions de désobéissance civile. Donc, on a des chercheurs, chercheuses de l'UNIL qui ont bloqué des routes, qui ont mené des actions de ce type-là, qui sont par ailleurs fonctionnaires, puisque payés par l'État. Donc, ça pose un certain nombre aussi de questions en termes de méthode. Ça fait ça beaucoup réagir également. Et puis, parfois, alors ça, je vous parlais de la task force Covid qui avait été créée pour conseiller le gouvernement, en l'occurrence fédéral, et que certains membres avaient critiqué la politique Covid du gouvernement. Alors ça, il y a eu des réactions en estimant que c'était des critiques jugées inacceptables de la part d'une task force et de chercheurs qui sont payés par l'État finalement pour le conseiller. Donc ça, c'est les études de cas, hein, c'est les raisons pour lesquelles souvent l'engagement et les prises de position publiques des universitaires font réagir. Dans la littérature, on a fait une petite revue de la littérature et des différents arguments. Les arguments récurrents contre, c'est que si les universitaires sortent de leur université finalement pour dialoguer avec la société, ça pourrait mettre en péril leur capacité à effectuer bien leur travail, ça pourrait entrer en contradiction avec une certaine conception de la neutralité de la science ou de son objectivité, et ça pourrait finalement nuire à leur crédibilité, à celle des chercheurs, de certains chercheurs particuliers, mais aussi de la science en général. Et puis les arguments pour l'engagement, puisqu'il y en a aussi, eh bien, l'idée ici est qu'il y a une forme de responsabilité sociétale finalement du personnel de recherche, hein, en particulier lorsqu'ils travaillent sur des questions qui ont de fortes implications, comme ça peut être le changement climatique ou autre, qu'il y a un devoir de faire part des conséquences sociales et politiques de ce qu'ils trouvent dans leur recherche, hein, une forme de devoir de lanceur d'alerte parfois aussi, ce qui est un devoir citoyen. L'idée hein, qui découle de ça aussi, c'est qu'un manque d'engagement pourrait être dommageable à la société de manière beaucoup plus générale, puisque si la recherche est juste transmise de manière purement factuelle, il est possible que l'ampleur et l'importance de ces découvertes ne soient pas tout de suite prises à sa juste mesure et passent un petit peu sous le radar. Et puis, encore le fait qu'une certaine forme d'engagement est inévitable, simplement parce que ne pas prendre position de toute façon, c'est aussi une certaine forme de prise de position par défaut, qu'une distinction stricte entre faits et valeurs n'est pas tenable, que selon les contextes dans lesquels on s'exprime, même si on essaie de s'en tenir strictement à un exposé factuel du contenu de la littérature scientifique, ça a de toute façon des implications normatives implicites et que c'est extrêmement dur de démêler l'un et l'autre. Voilà ce qu'on peut trouver dans la littérature. Ce sont les arguments principaux. Donc, petite digression, enfin, c'est pas une digression, mais petite, pour rajouter un petit peu sur le contexte suisse, on s'est donc interrogé sur, alors, au regard de tout cela, quel est vraiment le rôle finalement et la place des universités, des institutions de recherche et des chercheuses et des chercheurs dans le débat public. Alors, le contexte suisse, en particulier le contexte lausannois, à cet égard, je ne sais pas s'il est particulier ou pas, mais nous avons dans nos bases légales des dispositions qui montrent que finalement, l'engagement, qui permettent de penser que l'engagement fait partie des missions, fait partie à part entière des missions de l'université. Hein. Ici, vous avez un extrait de la loi sur l'université de Lausanne, qui encore est une loi cantonale, et on y trouve que parmi les missions de l'université, il y a celle de favoriser le développement de la vie intellectuelle et la diffusion de la culture, et la dernière ligne, d'exercer une fonction de service en faveur de la collectivité et de stimuler le débat société. Donc il nous semble que dans ce contexte-là, ça va au-delà d'un simple transfert de connaissances purement factuelles et qu'il y a une nécessité de discuter publiquement des implications sociales et politiques de nos recherches. Nous avons également une charte de l'université qui comporte un paragraphe spécifique sur l'engagement citoyen, donc, qui dit que l'UNIL, donc l'Université de Lausanne, agit en interaction avec son environnement social, considère les savoirs comme un bien public, elle entend les mettre à la disposition de la société pour aborder dans toute leur complexité les grands enjeux de notre temps. Donc là, on a clairement une validation du fait que
les missions des universitaires ne s'arrêtent pas à la recherche et à l'enseignement, mais vont au-delà. Au-delà de ça, et le fait de participer au débat public est totalement intégré dans ces missions. Donc, je fais quelques minutes sur l'enquête que nous avons menée. Je vais vous donner rapidement quelques résultats. C'est intéressant parce qu'au regard de ce que je viens de dire, on s'est intéressé à quelles sont en fait les pratiques réelles en termes d'engagement de notre communauté et quelles sont les perceptions surtout. Hein. Que pensent les gens en fait? Parce que là, c'était une revue finalement basée sur des études de cas, sur la littérature, sur les bases légales. Mais que pensent les chercheurs et les chercheuses de notre communauté? Donc, c'est une enquête que nous avons menée en début 2021. Un questionnaire a été envoyé à 3500 personnes. Environ un peu moins d'un tiers ont répondu. Et les résultats sont... Enfin, l'enquête était structurée en 3 parties. On s'interrogeait d'abord sur les pratiques et les expériences de l'engagement, ensuite sur la perception de l'engagement par la communauté. Donc, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? À quels éléments il faudrait faire attention? Et puis, finalement, un peu même structure que notre rapport, hein, quels sont les éléments du point de vue de l'institution? Comment est-ce que l'institution devrait se positionner par rapport à ça? Donc, ce qu'on voit, je vais aller assez vite, puisque c'est quand même un contexte particulier à l'Université de Lausanne, mais parmi les 1000 personnes qui ont répondu, 58% ne s'estimaient pas engagés, et 42% avaient une pratique de l'engagement dans les 5 dernières années, au sens de la définition que j'ai donnée tout à l'heure. Hein. Donc, de prendre position sur des questions sociétales et politiques de manière publique, que ce soit à l'occasion d'une émission de radio ou de manière beaucoup plus récurrente sur les réseaux sociaux, dans des manifestations, etc., etc. Par le fait d'écrire des blogs, par exemple, ou de faire des conférences publiques. Donc, évidemment, il y a probablement un biais de sélection dans cet échantillon, à savoir que les personnes intéressées par la thématique ont répondu de manière disproportionnée à notre enquête. Hein. On ne peut pas éviter le biais de sélection. Toujours est-il qu'il y a plus de personnes se jugeant non engagées dans les personnes qui ont répondu que de personnes engagées. Mais probablement que les proportions ne reflètent pas la réalité de l'ensemble de la communauté. Alors, parmi celles qui ont répondu, on voit qu'environ la moitié, je vais dire autrement, 42% s'engagent exclusivement dans leur domaine de recherche et d'expertise, alors qu'environ la moitié s'engage aussi dans d'autres domaines. Donc, on voit qu'il y a des profils. Parmi les personnes qui se disent engagées, elles ne sont pas engagées exclusivement dans leur domaine d'expertise. Parfois, c'est prioritairement leur domaine, pour le 50% en gris, là, mais aussi parfois d'autres. Donc, c'est des gens qui ont une forme d'activité politique. Hein. Donc, c'est un certain... politique, où j'entends pas forcément électoral, hein, mais... donc, c'est un profil de personne aussi, et pas uniquement un profil de chercheurs. À la question de savoir si, et ça j'y reviendrai tout à l'heure, les chercheurs et les chercheuses doivent pouvoir afficher leur affiliation institutionnelle, donc dire qu'ils sont employés de l'Université de Lausanne lorsqu'ils prennent position en public sur des questions sociétales. 58% répondent oui, mais uniquement lorsqu'ils s'expriment dans le cadre de leur domaine de spécialisation. Et un quart, le 26%, exprime que oui, toujours, on devrait pouvoir afficher notre affiliation à notre université. Donc là, vous verrez que les conclusions du groupe de travail, je reviendrai brièvement sur cette question-là, sont un peu plus libérales, j'aurais envie de dire, vis-à-vis de l'affiliation que les répondants ici. Il y en a quand même près de 60% qui estiment que c'est uniquement lorsqu'on s'engage dans son domaine d'expertise. Mais je reviendrai sur cette question-là. À la question de savoir est-ce que votre engagement provoque des réactions négatives, que ce soit par vos collègues, dans les médias, sur les réseaux sociaux, par votre entourage, un peu plus d'un quart répondent oui. Alors, ça peut être, c'est souvent relativement bénin, hein, c'est des remarques plutôt négatives, c'est des allusions
mais ça peut, dans certains cas, être assez violent, hein. Des insultes, parfois des menaces dans quelques cas, rares, heureusement. Mais le plus souvent, enfin, quand même assez souvent, des insultes assez violentes, notamment sur les réseaux sociaux. Mais parfois aussi, on a reçu, l'université en l'occurrence, a reçu des lettres assez violentes à l'égard de certains chercheuses et chercheurs engagés chez nous. J'en viens maintenant à la question de la perception. Est-ce que, d'après vous, donc nous avons posé la question, les chercheurs et les chercheuses devraient s'engager, ne devraient pas s'engager du tout. Et là, on est à gauche du graphique en bleu ciel. C'est les gens qui ont répondu que les chercheurs-chercheuses ne devaient pas s'engager du tout. Et puis, à l'autre bout du spectre, à droite, devraient s'engager plus qu'ils ne font actuellement. Donc, on voit qu'il y a quand même, dans l'échantillon ici d'environ 1000 personnes, une position très favorable à l'engagement, qui estime que l'engagement devrait, les chercheurs devraient encore plus s'engager qu'ils ne le font. En particulier, c'est la deuxième ligne, lorsque c'est dans leur domaine d'expertise. Mais nous avons de manière assez systématique un 10, alors ici, on est plutôt autour des 8% de gens un peu plus réticents vis-à-vis de l'engagement public. Parfois, ça va jusqu'à 10 ou 20% de personnes, vous verrez dans les autres questions, qui sont plutôt réticents, mais le reste de l'échantillon des personnes qui ont répondu au questionnaire estiment que non, c'est quand même une chose qui est désirable, en fait, d'entrer en relation et en dialogue avec la société à la lumière de nos résultats de recherche et de nos domaines d'expertise. Vous le voyez ici, quand on pose la question, donc à quel point êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes? Donc, de manière générale, les chercheurs-chercheuses sont libres de s'engager si elles le désirent. Donc, question aussi de liberté académique, sur laquelle je vais revenir d'un point de vue un peu plus conceptuel tout à l'heure. On a effectivement ici environ une dizaine de pourcents de personnes qui sont plutôt pas d'accord, enfin pas d'accord ou plutôt pas d'accord avec cette affirmation, alors que dans une grande majorité, les gens sont tout à fait d'accord que celles et ceux qui le désirent peuvent s'engager. Par contre, quand on demande non pas s'il y a un droit à l'engagement, est-ce qu'on est libre de s'engager, mais est-ce que les chercheurs et les chercheuses ont un devoir de s'engager, vu que vous vous rappelez, hein, dans notre petite revue de la littérature, il y avait aussi cet argument de dire c'est aussi une question de responsabilité des scientifiques de faire part de leurs réflexions sur les implications sociales de leurs recherches. Ici, on a quand même on est beaucoup plus nuancé, c'est beaucoup plus équilibré, hein. On a 22% des personnes qui sont plutôt pas d'accord. Il n'y a pas de devoir particulier de s'engager, mais on a quand même une bonne proportion de personnes qui sont aussi plutôt en accord avec cette affirmation. Et puis, oui, il y a une question. Allez-y. On est toujours sur le tiers des personnes qui ont rempli le formulaire. Oui. Donc ici, on est sur les 1000 personnes qui ont répondu. On l'a envoyé à 3500 personnes. 1000 personnes ont répondu environ. Et là, c'est les 1000 personnes qui ont répondu, hein. Donc oui, forcément. On ne connaît pas l'opinion de ceux qui n'ont pas répondu. Oui, tout à fait. Bonne question. Vous voyez, vous avez ici le N de 1006 là, pour cette question-là. Troisième exemple, nous avons posé une question un peu inverse. Une affirmation un petit peu inverse. Les chercheurs et les chercheuses sont là pour établir les faits et ne devraient pas s'engager sur des questions de valeurs politiques ou sociétales. Eh bien là, vous voyez, les proportions sont inverses. On a quand même un 20% environ de personnes qui sont plutôt d'accord avec cette affirmation, alors que la grande majorité estime que non, ce n'est pas tout à fait correct. À certaines conditions, en tout cas, il est possible de s'engager aussi sur des questions qui impliquent des valeurs politiques ou sociales. Ensuite, ici, c'est les questions de crédibilité qui ont été perception de la question des risques liés à la crédibilité qui ont été interrogés. Donc, l'engagement des chercheurs risque de nuire à la crédibilité des chercheurs et des chercheuses eux-mêmes, de leur institution ou de la recherche ou de la science en général. Vous voyez ici encore qu'on a un peu plus de 20% des personnes qui estiment que oui, il y a un risque en termes de crédibilité si les chercheurs et les chercheuses s'engagent, mais quand même une majorité de répondants qui estiment que non, ce risque n'est pas trop élevé.
Question ici, inverse qu'on a aussi posée, est-ce qu'un manque d'engagement, et non pas l'engagement lui-même, mais un manque d'engagement des chercheurs et des chercheuses risque de nuire à la crédibilité? Et puis aussi, on a quand même, voilà, on a aussi des réponses un peu plus équilibrées avec, ici, ça fait quoi? Ça fait 35% qui estiment que non, qui ne sont pas d'accord avec le fait qu'il y a un risque de crédibilité lié à un manque d'engagement. On voulait tester les deux hypothèses, hein, parce que c'est toujours important de voir les deux faces de la problématique. À y réfléchir après coup, je pense que nous ne sommes pas exactement sur la même compréhension du terme crédibilité ici, hein. Donc, ça demanderait une analyse plus fine. Quand on parle de risque de crédibilité lié à l'engagement, c'est un risque, à mon avis, de décrédibiliser les résultats de recherche qui pourraient être jugés biaisés, par exemple, parce qu'une personne affiche son engagement et ses valeurs, alors que ici, par manque d'engagement, c'est plutôt un risque de perte de crédibilité en termes de scientifiques qui resteraient reclus dans leur tour d'ivoire et ne remplissent pas leur fonction de participer à la prise de décision publique. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose, je pense. Donc, si c'était à refaire, on formulerait ça peut-être de manière un tout petit peu différente. Et puis ici, dernier résultat, il y en a beaucoup, hein, et c'est dans notre rapport, donc vous pouvez aller voir, il y a plein d'autres questions qui ont été posées. Est-ce qu'il y a un conflit, selon vous, entre engagement et objectivité scientifique? Et là encore, on a, en particulier parmi les personnes qui s'étaient dites non engagées, hein, dans les répondants, on a un peu plus de 20% qui estiment que oui, il y a un conflit entre engagement et objectivité scientifique, mais la majorité estime que plutôt non. Voilà pour ces quelques résultats, et j'en viens maintenant à des questions un tout petit peu plus conceptuelles, si j'ose dire, pour vous montrer un petit peu comment on a essayé de clarifier un tout petit peu ces enjeux. Donc, cette dernière question sur l'objectivité scientifique est en relation très étroite avec la notion de neutralité. C'est vrai, vous l'avez vu, je l'ai dit, hein, dans les qui ressortent, c'est l'engagement peut nuire ou est incompatible avec une certaine conception de la neutralité de la science ou de la neutralité des chercheurs. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion, après avoir beaucoup débattu de cette question, avoir lu justement aussi en relation avec ces questions-là, notamment des ouvrages d'épistémologie, de philosophie des sciences, que la question de la neutralité n'est pas la bonne manière d'aborder ces questions de l'engagement. Pourquoi? Eh bien, la neutralité est souvent associée à l'idée d'une science sans valeur, et donc qui serait isolée en quelque sorte des influences sociales, politiques et autres. Et de plus en plus, hein, on le voit dans les développements récents en sociologie des sciences, en philosophie des sciences, qu'un tel idéal est avant tout inatteignable, puisque la science, les pratiques de recherche, en tout cas à certaines étapes, notamment à l'étape du choix de quelles sont les questions de recherche qu'on se pose, quels sont les objets qu'on va analyser, qu'on va investiguer, etc., sont dépendants des tendances politiques, de la disponibilité des financements, des valeurs et des intérêts des chercheurs eux-mêmes, etc. Donc, le choix des orientations de recherche ne peut pas être neutre au sens de complètement déconnecté des intérêts sociétaux, politiques, des influences économiques aussi, hein, du moment. Donc, c'est un idéal qui n'est pas atteignable vraiment en tant que tel, mais certains philosophes estiment aussi que ce n'est pas forcément désirable non plus, hein, que la science soit complètement détachée des questions de valeur. Je n'entre pas trop en détail sur ces questions-là, on pourra revenir dessus si vous voulez dans la discussion, mais je ne veux pas perdre trop de temps avec ça. Mais c'est une question très importante, la place des valeurs dans la science. Il y a des valeurs épistémiques qui concernent vraiment la démarche scientifique elle-même, mais il y a aussi les valeurs éthiques et sociétales qui peuvent, de manière cadrée et à certaines étapes, avoir un certain rôle à jouer selon certains philosophes. Donc, nous avons décidé de ne pas utiliser cette notion de neutralité, justement, en disant qu'elle n'est pas vraiment utile à éclairer le débat, mais de plutôt préférer des questions de recherche de l'objectivité. Alors là aussi, on peut discuter longuement de ce qu'on entend par objectivité. C'est objectivité ou la robustesse des savoirs ou leur fiabilité.
En tout cas, toujours est-il que la science permet la démarche scientifique par des méthodes de vérification, par des procédures comme la revue par les pairs, par exemple, ou autre, permet d'assurer une certaine fiabilité au savoir, et c'est plutôt de ça qu'il faudrait parler. On peut parler aussi de déontologie scientifique, donc de devoirs et d'éthique liés au métier de la recherche et de transparence sur les valeurs. Ça nous a paru préférable de poser les débats dans ces termes-là, plutôt que dans les termes d'une prétendue neutralité qui est très difficile, voire impossible à tenir. Alors, l'engagement du point de vue des individus, qu'en est-il? Eh bien, nous l'avons abordé en grande partie à partir de la notion de liberté académique. Pourquoi cela? Eh bien, parce que ça nous a semblé être une question qui est au cœur de ces questions, de la notion justement d'engagement, puisque la liberté académique offre une certaine latitude aux universitaires, justement, pour notamment choisir leurs objets de recherche, choisir la manière dont ils désirent y répondre, par quelle méthodologie. Donc, c'est les trois composantes que j'ai ici. Dans la liberté, dans la définition de la liberté académique, il y a la liberté de la recherche, il y a aussi la liberté d'enseignement. Choisir, en tout cas dans le cadre d'un programme d'études, les matières qu'il désire enseigner et la manière dont il désire l'enseigner, mais aussi, troisième composante, la liberté d'expression et de communication. Donc, dans la définition de la liberté académique se trouve la liberté de s'exprimer, de diffuser et de s'exprimer sur ses recherches, les résultats trouvés et leurs conséquences, et je vous le montrerai avec un ou deux extraits de textes juridiques juste après. Donc la liberté académique, faut bien comprendre qu'elle a souvent deux dimensions. Il y a une dimension qui est collective, qui correspond plutôt à l'autonomie et l'autogouvernance des institutions de recherche et des universités, et puis à cette dimension individuelle qui agit comme une forme de protection des universitaires contre les ingérences multiples dans l'exercice de leurs activités. Les ingérences de leur propre institution, du pouvoir politique, de certains groupements idéologiques aussi, etc. Donc c'est ça, c'est une protection contre ces ingérences et une liberté justement qui se manifeste par ces trois composantes de recherche d'enseignement, mais aussi d'expression et de communication. Et ça, on le voit très bien. Alors je vous donne juste deux définitions tirées de normes légales internationales. Donc ici, vous avez les recommandations de l'UNESCO concernant la condition du personnel enseignant et de l'enseignement supérieur, qui datent déjà de 1997. La liberté d'enseignement et de discussion en dehors, donc la liberté académique comprend la liberté d'enseignement et de discussion en dehors de toute contrainte doctrinale, la liberté d'effectuer des recherches et d'en diffuser et publier les résultats, le droit d'exprimer librement leur opinion sur l'établissement ou le système au sein duquel ils travaillent, le droit de ne pas être soumis à la censure institutionnelle, celui de participer librement aux activités d'organisation professionnelle ou d'organisation académique représentative. Donc on revoit bien dans cette définition les trois dimensions dont j'ai parlé tout à l'heure, y compris celle d'exprimer aussi leurs opinions et de diffuser ces résultats de recherche. Peut-être plus clair encore, un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de 2014 déjà. Il y a plusieurs procès finalement qui ont été menés, prise de position de la Cour européenne à cet égard, liée à des cas, alors souvent des pays où le travail des universitaires peut être assez encadré, notamment deux arrêts intéressants qui proviennent de cas en Turquie, où les universitaires ont été finalement La liberté académique ne se limite pas à la recherche universitaire ou scientifique, mais s'étend également à la liberté des universitaires d'exprimer librement leurs vues et opinions, même si elles sont controversées ou impopulaires dans leur domaine de recherche, d'expertise professionnelle et de compétences. Donc un arrêt très clair de la Cour européenne des droits de l'homme qui montre que cette liberté académique va au-delà du simple choix de ces sujets de recherche. Alors que faire de cela ? Je pense que pour clarifier un tout petit peu ces questions d'engagement, il faut bien distinguer ce qui est de l'ordre de la liberté d'expression générale et de la liberté académique.
c'est-à-dire de la troisième composante de la liberté académique, à savoir qui concerne en particulier la liberté de communiquer et de s'exprimer sur ses résultats de recherche. Donc la liberté d'expression générale, c'est la liberté dont bénéficie tout citoyen et toute citoyenne. Hein. Donc c'est une liberté, c'est un droit fondamental, en tout cas dans nos démocraties occidentales. Un droit fondamental, on appelle ça une liberté générale, puisqu'elle s'applique à tout le monde. Elle connaît très peu de limites. Il y a quelques limites légales, comme l'atteinte à la réputation, les discours de haine, les appels à la violence, à cette liberté d'expression. Mais mis à part ça, il y a très peu de limites. En tant que simple citoyen, vous pouvez aller à la radio dire que la Terre est plate. Ça ne pose absolument aucun problème. Vous avez le droit de le faire, c'est votre liberté d'expression. D'accord ? La liberté académique, donc cette troisième composante qui est liberté d'expression, mais au sein de la liberté académique, c'est un peu plus particulier. C'est une liberté dite spéciale parce qu'elle ne s'applique qu'à un sous-groupe de la population, à savoir les professionnels de la recherche. Donc, comme je l'ai dit, elle protège les universitaires contre la censure et les interférences, notamment institutionnelles, politiques ou idéologiques. Elle a également forcément les mêmes limites légales que la liberté d'expression générale, hein, les atteintes à la réputation, les discours de haine, appel à la violence, mais en plus, elle s'accompagne d'un certain nombre de devoirs particuliers. Et ces devoirs particuliers sont des devoirs déontologiques du chercheur. Et dans ce cadre-là, hein, quand on s'exprime en tant qu'expert, en tant que chercheur, bien que l'on ait une liberté d'expression, on ne peut pas dire n'importe quoi. Ce n'est pas la même chose que la liberté d'expression générale de tout citoyen. Dans ce cadre-là, il y a un certain nombre de devoirs déontologiques du métier de chercheur. En fait, il y a deux types de devoirs que l'on a analysés. Il y a le devoir de réserve et le devoir déontologique. Donc, le devoir de réserve, donc là, c'est les termes juridiques suisses, mais je pense que vous avez à peu près l'équivalent en France. C'est pour les fonctionnaires en particulier, donc en l'occurrence les chercheurs et chercheuses d'universités publiques, dans ce cas-là, de s'abstenir, donc c'est un devoir qui s'applique à tous les fonctionnaires, de s'abstenir de tout acte ou parole publique qui pourrait nuire à l'État, donc à sa réputation, à son fonctionnement, etc. Donc un fonctionnaire de l'administration, par exemple, ne peut pas critiquer publiquement la politique de son employeur en raison du devoir de réserve. Or, il se trouve, on a conduit une analyse juridique, hein, finalement, dans le contexte légal suisse, que les universitaires ont un devoir de réserve beaucoup plus limité que les autres fonctionnaires, que des fonctionnaires de police ou que des membres de l'administration, par exemple, hein, ou de ministère. Ils ont un devoir de réserve beaucoup plus limité puisqu'ils sont protégés par leur liberté académique. Donc, c'est une forme de cas particulier qui permet aux universitaires de s'exprimer beaucoup plus librement de manière publique, même s'ils sont eux aussi des fonctionnaires, donc des employés du public. Et ça ressort très clairement de, par exemple, la définition de l'UNESCO, hein, que je vous ai lu tout à l'heure, où il y a un droit à la critique de leurs propres institutions, voire de leur gouvernement. Ensuite, il y a la question de la déontologie. Donc, la déontologie des métiers de la recherche, nous l'avons divisée en deux catégories principales. Il y a l'intégrité scientifique, d'une part. Donc, ça concerne toutes les bonnes pratiques en matière de production des connaissances. Donc, évidemment, interdiction du plagiat, de la fabrication des données ou la distorsion des données et des conclusions qu'on peut en tirer, etc. Et il y a tout ce qui est du ressort de l'éthique de la vie académique, hein, finalement, des valeurs comme l'honnêteté intellectuelle, la transparence, la reconnaissance des contributions de chacun, de chacune, une certaine forme d'impartialité, ou en tout cas d'honnêteté sur la balance des différentes évidences scientifiques quand on présente des résultats de recherche qui ne font pas encore l'objet forcément d'un consensus dans le débat public, etc., etc. Donc c'est cette déontologie, hein, cette nécessité de conserver une certaine forme d'intégrité scientifique et d'éthique académique fait que l'on ne peut pas, sous prétexte de la liberté académique, non plus dire n'importe quoi, évidemment, en public, même si l'engagement reste possible et fait partie finalement des droits, voire des devoirs du chercheur et de la chercheuse. On doit respecter un certain nombre de bonnes pratiques.
Alors, les recommandations de notre rapport, finalement, de ce point de vue-là, fait aux individus, c'est avant tout une exigence de clarté et de transparence quant au rôle endossé lorsqu'il y a une prise de position publique. Est-ce que je m'exprime en tant qu'expert sur, par exemple, mandat, parce que l'on me demande de venir éclairer une certaine problématique du point de vue de ce qu'on peut trouver dans la littérature scientifique? Est-ce que je suis là en tant que chercheur ou chercheuse qui se pose ses propres questions et qui choisit ses propres méthodologies, ses propres moyens pour y répondre? Est-ce que je suis là en tant que simple citoyen ou simple citoyenne qui vient s'exprimer plus à titre personnel finalement? Donc, nécessité d'être vraiment très clair sur le rôle endossé, sur notre domaine de spécialisation. Et là, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. Jusqu'où va un domaine d'expertise? Où est-ce qu'il s'arrête? Si je suis climatologue, par exemple, est-ce que je peux m'exprimer sur des questions d'économie du climat ou de politique climatique, ou jusqu'où ça va? Il y a pas de réponse facile à ces questions-là. Si je suis philosophe ou si je suis sociologue, où s'arrête exactement mon domaine d'expertise? Je pense que c'est à chacun et chacune de faire preuve d'un peu de responsabilité et d'humilité. De ce point de vue-là, ça ne veut pas dire que l'on doit s'arrêter purement et simplement à ce qui est contenu dans nos recherches et dans nos papiers. Je pense que ça va au-delà. Un domaine d'expertise va au-delà des choses que nous avons publiées, puisque nous avons une connaissance de la problématique beaucoup plus large que ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui est parfois difficile à bien définir, mais essayer d'avoir une certaine transparence à cet égard-là. Si on répond à des questions, par exemple, dans les médias, dire, écoutez, là, je sors un tout petit peu peut-être de mon domaine d'expertise, mais mon avis, c'est que, etc., etc. Simplement le fait d'être explicite par rapport à ça. Et puis aussi, clarté et transparence quant à la nature des propos tenus. Est-ce que je m'exprime là sur un consensus scientifique très bien établi, ou est-ce qu'à l'autre bout du spectre, je vous fais part ici plutôt de mes opinions personnelles, mes opinions éclairées peut-être, puisque j'ai une expertise dans ce champ, ou est-ce qu'on est quelque part entre les deux? On a ici des résultats de recherche, mais qui sont pas encore complètement conclusifs parce que on a d'autres évidences qui vont dans une direction opposée, etc. Donc, clarté et transparence avant tout. Alors, évidemment, c'est difficile de toujours bien séparer les registres. Nous sommes à la fois des chercheurs et des citoyens. Donc, des chercheurs qui ont leur liberté académique et des citoyens qui ont aussi leur liberté d'expression générale. Mais c'est un idéal à poursuivre d'essayer de distinguer au mieux ces deux registres qui coexistent finalement en nous. Voilà, ça c'est la recommandation finalement qui est principale, je pense, du rapport sur la base de nos développements. Et puis, encore juste quelques minutes pour vous parler de comment on a réfléchi finalement à ces questions d'engagement du point de vue de l'institution. Alors là, il y a deux ensembles de questions. Il y a l'université en tant qu'institution. Est-ce qu'elle peut avoir une forme d'engagement, donc prendre des positions aussi sur des questions sociétales? Et puis, quelle doit être l'attitude d'une université face à l'engagement de ses chercheurs et de ses chercheuses? Donc, typiquement, les questions qu'on se pose dans ce deuxième ensemble de questions, ce sera, est-ce qu'il faut réglementer ou pas? Est-ce qu'il faut donner des règles précises justement sur l'affiliation institutionnelle? Comment réagir aux plaintes et aux interpellations qui sont régulièrement reçues suite à des prises de position publiques de chercheurs et de chercheuses? Et puis, mais là, je ne reviendrai pas là-dessus, on a aussi réfléchi à la gestion des événements sur le campus de l'université. Est-ce qu'il faut poser un certain nombre de règles sur le type d'événements, parfois très polarisants ou très politisés aussi, qui peuvent avoir lieu sur le campus de l'université? Alors, l'université comme institution engagée, notre point de départ, c'est qu'en tant qu'institution publique, une université se doit d'être apartisane, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas favoriser un parti politique sur un autre. Je veux dire, elle doit rester apartisane de ce point de vue-là, mais cela n'empêche pas, et cela ne peut pas être confondu avec l'absence de valeurs. Une université est porteuse d'un certain nombre de valeurs. Alors, il y a des valeurs proprement scientifiques, comme la production la plus objective possible du savoir, la recherche. Alors, on trouve dans les textes le terme de recherche de la vérité. Alors, moi, j'aime
pas trop cette notion parce que, voilà, vérité, qu'est-ce qu'on entend par là, mais il y a des valeurs proprement scientifiques. On peut s'attendre d'une université, en tout cas dans une démocratie occidentale, qu'elle endosse des certain nombre de valeurs, grandes valeurs démocratiques, comme l'égalité, la justice, etc. Et puis des valeurs éventuellement qui lui sont propres. Vous avez vu que l'université de Lausanne, par exemple, a une charte. Les directions qui se succèdent pour des mandats de 5 ans à l'université de Lausanne mettent en place ce qu'on appelle un plan d'intention dans lequel elles définissent leurs priorités pour ce mandat de 5 ans, qui comporte un certain nombre aussi de priorités qui ont un fondement en termes de valeurs sociales finalement et politiques. Typiquement, la durabilité ou l'égalité des genres fait partie des valeurs revendiquées par l'université de Lausanne. Donc, une université peut être porteuse de valeurs, même si elle doit rester apartisane. Et puis, une université peut promouvoir une culture de l'engagement. En tout cas, du point de vue du contexte suisse, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Et notre recteur actuel, d'ailleurs, aime à dire que l'université de Lausanne est une université engagée. Et ce qu'il entend par là, c'est une université qui entend faire sa part dans la discussion, la contribution aux enjeux sociétaux les plus importants du moment. Donc, promouvoir une culture d'engagement, on entend par là deux choses. Promouvoir un climat et des conditions de travail qui permettent l'engagement des personnels de recherche dans des bonnes conditions et en respectant un certain nombre de bonnes pratiques. Et la mise à disposition d'outils aussi d'engagement efficace et adapté. Donc, je vais revenir très brièvement là-dessus après. Donc, une université peut prendre position à certaines conditions, peut-être sur les questions qui ont un impact sur les conditions d'exercice de ces missions. Quand il y a des débats politiques sur les financements, le financement de la science et de la recherche, par exemple, une université pourrait tout à fait prendre position sur ces questions-là, même s'il y a des questions politiques et de valeur derrière, puisque ça concerne ces missions, ou sur les questions de l'enseignement aussi, etc. Et peut-être même sur les valeurs qu'elle soutient officiellement en tant qu'institution. Si je prends l'exemple de la durabilité, l'Université de Lausanne, par exemple, avait choisi d'accueillir un congrès européen des étudiants engagés en faveur de la durabilité et du climat, des grèves pour le climat, sur son campus. C'était une décision finalement d'ordre quasi politique qui aurait pu être mal perçue, mais qu'elle a assumée puisqu'elle décide que la durabilité fait partie de ses propres valeurs. Par contre, évidemment, en tant qu'institution scientifique, elle est forcément tenue au respect des connaissances scientifiques établies, même chose que pour les individus. Elle doit se positionner en tant que garante des conditions d'un débat fondé sur les normes de la recherche scientifique et du débat académique. Alors, faut-il réglementer maintenant la parole des universitaires? Alors, la direction, ce que l'on propose dans le rapport, c'est plutôt une réglementation stricte et de manière très verticale. Et je vais essayer de dispo le... Ouais. Et hiérarchique, ouais. Je crois qu'il y a un micro qui n'est pas éteint. Réglementer la parole de manière très verticale et hiérarchique nous semble ne pas être vraiment, en tout cas dans le contexte qui est le nôtre, la meilleure voie à suivre. D'une part, parce que les critères de légitimité et les pratiques sont très différents d'une discipline à l'autre, donc on ne peut pas imposer exactement les mêmes critères à un géologue et à un philosophe ou un sociologue, etc. Les disciplines sont tellement diverses avec des critères de vérification, de légitimité académique et autres très différents qu'on ne pourrait s'en tenir qu'à des principes très généraux. Il y a un risque d'interférence quand même assez important avec la liberté académique, donc de censure a priori de la parole, qui est assez important. Et puis, une fois encore, le rôle d'une institution n'est pas de trancher les controverses, mais plutôt de se porter en garante des conditions du débat, de faire en sorte qu'il correspondent aux normes du débat académique et scientifique, avec les éléments que j'ai donnés tout à l'heure, d'intégrité scientifique et de déontologie. Donc, nous proposons plutôt de situer plutôt que de réglementer la parole publique, c'est-à-dire soutenir l'effort de clarification et de transparence dont j'ai parlé tout à l'heure, inciter sa communauté à suivre un certain nombre de bonnes pratiques lorsqu'il s'exprime
en tant que chercheur et chercheuse dans le débat public. Favoriser une régulation plutôt horizontale par les pairs. Hein. Donc, quand il y a des choses qui font réagir, ça doit être réglé par le débat et la controverse. Controverse, j'entends la controverse saine et constructive, hein. Plutôt que par des décisions verticales et administratives. Quand il y a des cas problématiques, parce qu'il peut y en avoir, hein, on ne veut pas faire d'angélisme, hein, il peut y avoir aussi des cas problématiques de personnes qui abusent peut-être de leur autorité, effectivement, d'universitaires pour faire passer des opinions personnelles ou un agenda politique. Ça peut arriver, ça reste, espérons-le, rare. Il peut y avoir des traitements a posteriori de ce genre de cas. Voilà. La question de la mention de l'affiliation professionnelle, peut-on... Alors là, on a, comme je vous l'ai dit, une position relativement libérale par rapport à ça. L'affiliation professionnelle, elle a, selon nous, 3 fonctions. C'est d'identifier la personne, c'est des simples fins d'identification, c'est de conférer une légitimité scientifique à la personne. Quand je me présente comme chercheur à l'Université de Lausanne, eh bien, c'est de dire, vous voyez, je suis reconnu par une institution scientifique, donc ça donne une légitimité à mon discours et à mon expertise scientifique. Et puis le 3, c'est un rôle de représentation de l'institution. Alors ça, pour les gens qui ont une position représentative, des directeurs d'instituts, les recteurs, les présidents d'universités, etc. Donc dans les 2 premiers cas, la parole publique n'engage pas vraiment l'institution selon nous, hein, puisque nous pensons que le public arrive à faire la part des choses entre la parole d'une personne en particulier et la position d'une institution. Donc même si l'institution n'est pas d'accord avec la prise de position en question, elle peut s'en distancer, mais il y a une diversité aussi de vues au sein d'une institution scientifique, et c'est probablement une bonne chose. Donc ça ne pose pas de difficultés particulières à ce niveau-là. Donc les cas problématiques sont probablement trop rares pour justifier une interdiction de l'usage à des conditions ou l'autorisation uniquement à des conditions très strictes de l'usage de l'affiliation professionnelle. Ça nous a paru plutôt contre-productif. Donc l'idée, c'est de ne pas réguler ça non plus et de traiter peut-être a posteriori les quelques cas qui pourraient être problématiques. Pour les personnes qui ont un rôle de représentation de l'institution, évidemment, c'est différent. Quand ils s'expriment au nom de l'institution. Et là, il y a beaucoup plus de précautions à prendre en disant, s'ils s'expriment à titre privé, de le dire de manière très explicite, hein, je m'exprime à titre privé et non pas au nom de l'institution elle-même. Voilà, j'ai presque fini. Comme je vous l'ai dit, toute la base de ce travail émanait du fait qu'il y a beaucoup d'interpellations, voire de plaintes parfois qui arrivent à la direction d'une université. Nous proposons 3 modalités de réponse. La première est la plus fréquente, probablement la position par défaut serait le soutien, en disant que voilà, la prise de position, le débat public fait aussi partie des prérogatives et des devoirs dans le cas presque... des missions, disons, de l'université et des chercheurs, et donc d'une défense de la liberté académique de son personnel de recherche. Il peut y avoir prise de distance quand les propos tenus en public entrent vraiment en contradiction, soit avec la science, hein, avec un consensus scientifique bien établi, ou avec les valeurs de l'institution, en disant, voilà, les chercheurs, les chercheuses ont une certaine latitude, liberté pour s'exprimer dans la sphère publique, mais ces propos en particulier ne reflètent pas du tout la position de l'université ou du consensus scientifique, etc. Donc, il peut y avoir prise de distance. Et puis, dans les cas les plus graves, il peut y avoir effectivement des mesures administratives ou condamnation des propos, en particulier lorsqu'il y a une violation flagrante des normes d'intégrité scientifique. Il y a des procédures existantes pour ce genre de choses. Et puis finalement, je vous ai parlé de promouvoir une culture de l'engagement. Alors effectivement, ça se fait en 2 volets. Développer des conditions propices à l'engagement. Premièrement, par une clarification de la position de la direction vis-à-vis de cela. On a vu dans notre enquête, ça je ne vous l'ai pas dit, mais que beaucoup de chercheurs et chercheuses hésitaient à s'engager dans le débat public
par méconnaissance de la position de la direction de l'université, ne sachant pas comment la direction voyait cela. Les personnes avaient tendance à un peu s'auto-censurer ou à éviter de trop s'engager, un certain nombre de personnes, ou en tout cas avaient des doutes sur si c'était bien vu ou non par la direction. Donc déjà, clarifier ces éléments-là est une première étape. Alors, stimuler et soutenir le débat par voilà, des débats, des conférences, des tables rondes. Mieux valoriser l'engagement. Vous n'êtes pas sans savoir que les carrières sont valorisées de manière extrêmement importante sur les publications, les résultats de recherche aujourd'hui. Ça prend une grande part dans le cahier des charges. Peut-être valoriser les personnes qui font le choix de stimuler le débat public et de participer au débat sociétal. Ça pourrait d'ailleurs être intégré au cahier des charges à un petit pourcentage, pourquoi pas. Et poursuivre le développement de structures dédiées à cette question-là, notamment au soutien de chercheurs qui décident de s'engager et se retrouvent dans des positions parfois difficiles. On a eu des cas de lynchage sur les réseaux sociaux de certaines personnes qui ont fait pratiquement que d'exposer leurs résultats de recherche. Et là, il faut un vrai soutien institutionnel pour ces personnes-là. Et enfin, mettre en place un certain nombre d'outils, finalement, comme des formations, des fiches informatives, des groupes de discussion ou des personnes de contact en cas de difficulté. Voilà, j'ai parlé un petit peu plus longuement que prévu. Je crois que je suis quasiment à 1 heure. Je vous remercie de votre attention et j'espère qu'on a encore un petit peu de temps pour discuter. Merci beaucoup. Merci Augustin. Donc on va ouvrir la discussion. Il y a 2 questions sur le chat. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je vais donner la parole aux 2 personnes qui ont déposé une question dans le chat. Donc la première personne, c'est Richard Raymond. Oui, c'était une question lorsque vous avez présenté les résultats de votre enquête auprès de vos collègues de l'UNIL. Je voulais savoir si vous aviez fait des analyses conditionnelles, c'est-à-dire le nombre de personnes qui pensent que l'engagement dessert l'activité scientifique, par exemple, ou la réputation du scientifique, en fonction de l'engagement des répondants. Et en particulier autour de je m'exprime uniquement et strictement sur mon champ de recherche versus je m'exprime sur des thèmes plus larges que mon champ de recherche. Voilà. Derrière ma question, il y a l'hypothèse que une des lignes de rupture de ces aspects est peut-être l'opinion de faits scientifiquement documentés, avec toutes les limites que ça peut avoir, avec l'expression d'opinions, que ce soit des opinions érudites, mais ça reste des opinions versus des résultats d'enquête. Je vous remercie. Oui, merci pour la question. Donc oui, nous avons fait des analyses plus poussées qui cherchaient, comme vous l'avez ici à l'écran, par exemple, à distinguer les réponses des personnes qui s'annoncent engagées dans le questionnaire et celles qui annoncent ne pas avoir de pratique d'engagement. Nous avons aussi détaillé les réponses en fonction de la faculté. Donc, les facultés reflètent de manière assez grossière des rassemblements disciplinaires, évidemment. Hein. Donc, on a par exemple une faculté de droit, une faculté d'économie, sciences sociales et politiques, sciences de l'environnement, biologie et médecine, etc., les lettres. Donc, on voit des petites variations entre facultés dans les réponses et dans les attitudes vis-à-vis des questions d'engagement, mais elles ne sont pas énormes. Et on voit sur certaines questions, comme vous l'avez ici à l'écran, des différences forcément entre personnes qui ont une pratique de l'engagement et personnes qui n'ont pas de pratique de l'engagement. Je ne crois pas que nous avons fait l'exercice, si c'est ça votre question, par rapport à cette question, est-ce que les gens s'engagent uniquement dans leur domaine d'expertise ou aussi dans d'autres domaines? On n'a pas recoupé les résultats des répondants à cette question-là avec les autres questions. C'était ma question.
Ouais. Malheureusement, on l'a pas fait. C'est une analyse qu'on pourrait faire, hein, vu qu'on a forcément on a encore les données. Donc, c'est une bonne idée. Je vous remercie pour la suggestion. Ce serait assez intéressant de voir les résultats. Donc, on a une seconde question de Guillaume Urvois-Keller. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci pour votre exposé, aussi le rapport que j'ai lu avec beaucoup d'attention et beaucoup de plaisir. Et justement, dans votre rapport, sur ces notions de comment les institutions permettent à leur personnel de s'exprimer, vous envoyez des pointeurs vers différents endroits. Donc, par exemple, à Princeton, il est marqué qu'on a le droit la charte dit qu'on a le droit de donner son affiliation, au moins pour une notion d'identification. À l'opposé, à l'INRAE en France, je vois qu'il est écrit dans leur charte des publics, à l'inverse, si l'on s'exprime sur un sujet qui ne relève pas directement des missions réalisées au titre de ses fonctions à l'INRAE, aucune mention de l'institution ne doit être indiquée. Comment est-ce que vous pouvez, comment réagiriez-vous? Est-ce que c'est très atypique dans le paysage académique? Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, merci pour la question. C'est vrai que on a aussi, ça je ne l'ai pas dit, dans nos réflexions, été voir ce qui se passait ailleurs, forcément. Hein, et sur cette question de mention de l'affiliation institutionnelle, les pratiques sont effectivement assez diverses. Alors, dans le cas de Princeton, c'est l'université de Californie en général, a des réglementations relativement assez strictes du fait que l'usage de l'argent public, hein, donc notamment l'argent de recherche, à des fins politiques est très encadré par la loi. Donc, ils ont des règles assez strictes sur ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut faire ou ne pas faire, ce qu'on peut dire ou ne pas dire. Par contre, sur l'affiliation, effectivement, ils autorisent mention de l'affiliation à des fins d'identification. C'est un de ces trois fonctions de l'affiliation dont j'ai mentionné. À l'inverse, comme vous l'avez bien dit, l'INRAE est beaucoup plus restrictive en la matière puisqu'il faut pouvoir justifier d'un lien direct entre nos recherches et les propos tenus en public pour mentionner son affiliation. Alors, comment j'explique ça? Difficile. On n'a pas fait non plus une revue exhaustive. Hein. On a trouvé quelques cas. Il n'y a pas tout qui est public non plus. Donc, je pense que c'est des différences de culture, des différences locales de culture et de perception de l'engagement. Une volonté de maîtrise aussi de ce qui sort comme information d'une institution. Et je pense que c'est une différence en particulier sur comment l'on perçoit le fait qu'une prise de parole publique va engager dans un autre sens du terme, hein, mais que les propos vont engager l'institution ou non. Quand un chercheur s'exprime, s'il mentionne son appartenance à l'INRAE, il y a une crainte probablement ici que ces propos soient attribués à l'institution elle-même et non pas seulement à la personne et nuisent qu'il y ait un dégât d'image. J'imagine que c'est la crainte ici derrière. Nous avons à l'Université de Lausanne pris plutôt la position inverse en se disant non, probablement que le public est capable de faire la part des choses. En tout cas, on a misé là-dessus, disons, et que ce n'est pas forcément nécessaire d'être aussi restrictif que ça sur l'affiliation personnelle. Sur ce point, juste pour rebondir sur la question, effectivement, on voit différent. Alors, il semble peut-être une autre lecture, c'est aussi que l'INRAE ou Météo France ou d'autres organismes comme ça qui font aussi la recherche font aussi des missions d'État, d'expertise, opérationnelle ou vers de la recherche finalisée. Mmh. Et donc, le poids de la parole dans l'espace public peut effectivement amener mais la frontière n'est jamais très claire. Hein. C'est par rapport à des institutions de recherche moins finalisées qui vont avoir plus moins de contraintes. Mais bon, ce n'est qu'une... Oui, tout à fait. Effectivement, quand on est dans le contexte d'une recherche qui relève d'une commande politique, quelque part, on est dans un contexte peut-être différent. On a eu un cas similaire en Suisse avec cette task force Covid. Je pense que le fait que certains membres de cette task force se soient dissociés finalement de la politique gouvernementale en public et fait tellement réagir, c'est le fait qu'ils agissaient sous mandat, finalement, sous mandat politique. Et là, les règles du jeu sont peut-être un peu différentes, effectivement.
Oui, merci, c'était très intéressant. J'ai une question qui va revenir un peu sur la première question et se transformer, qui m'avait aussi frappé. On voit bien que d'un point de vue théorique, la liberté académique, ça justifie une forme d'engagement, c'est clair, mais borné, et tu l'as bien souligné, sur où est-ce que s'arrête le domaine, surtout d'expertise et des compétences. Et donc, je voulais savoir, pour ceux qui s'expriment, est-ce que vous avez regardé plus finement quand les gens s'expriment en dehors de leur domaine d'expertise? Est-ce que c'est, pour illustrer, parce que tu as bien pris l'objet du climat qui peut emmener très loin, est-ce que c'est plutôt un souci d'honnêteté intellectuelle d'un climatologue qui dit, quand je parle d'économie du climat, surtout en dehors de mon domaine d'expertise, ou est-ce que c'est un climatologue qui parle du stockage des déchets nucléaires? Où se situe la frontière? Quand est-ce qu'on sort? Et est-ce que vous l'avez vu dans l'enquête, ça? Est-ce que les gens se sont auto-censurés ou se sont déclarés comme en dehors de leur domaine de compétences par souci d'honnêteté? Voilà, parce que du coup, d'un point de vue pratique, c'est une question clé. Quand est-ce que ça arrête l'expertise et la compétence? Ouais, merci pour la question. C'est effectivement une question clé. Alors, le questionnaire lui-même n'allait pas assez loin pour vraiment pouvoir répondre à cette question. Par contre, on a eu un peu des indications dans nos focus group. Bon, la réponse principale, c'est que effectivement, c'est difficile. On ne peut pas, compte tenu déjà de la diversité des disciplines, des objets d'études, etc., tirer des règles générales. Mais il y a probablement une gradation en termes de niveau d'expertise. C'est-à-dire qu'un climatologue va être hyper spécialisé sur les questions d'impact des émissions de gaz à effet de serre sur la température globale, le climat, les circulations, etc. Premier niveau d'expertise, ça ne veut pas dire qu'il n'a aucune expertise et rien à dire sur à quelle vitesse on doit réduire nos émissions ou sur des questions qui touchent ensuite un peu plus à la politique climatique. Et puis, si on sort carrément de la thématique climat, en tant que scientifique formé, professionnel, qui comprend quand même le fonctionnement de la science, il aura peut-être un avis un peu plus éclairé que le citoyen moyen sur d'autres questions aussi. Donc, il faut voir ça comme plutôt des cercles concentriques que comme une problématique binaire, je suis dans mon domaine ou je ne le suis pas. Ce qui rend encore plus difficile d'être clair et transparent. Donc, j'aurais tendance à dire que quand a priori, je pourrais prendre l'exemple d'un climatologue qui s'exprimerait sur des questions d'économie du climat, il en connaît certainement plus que la moyenne c'est son objet d'étude, même s'il ne fait pas de recherche en économie du climat, c'est son objet d'étude, d'intérêt, etc. Il y aurait probablement à ce moment-là une nécessité de signaler, ben voilà, écoutez, je ne suis pas économiste, mais de ma connaissance de la problématique, il me semble que. Et on peut faire ça aussi quand on va sortir du climat, mais s'intéresser plutôt, j'en sais rien, à une question environnementale de pollution atmosphérique locale, par exemple, qui est d'un autre ressort, mais pour laquelle le climatologue aura peut-être un certain nombre de connaissances utiles pour répondre à certaines questions. Donc, je pense qu'il faut voir ça comme un gradient, et puis une question plutôt de cercle concentrique que noir ou blanc, je suis dans mon domaine, je suis hors de mon domaine. Mais c'est assez délicat, c'est assez difficile, et je pense que ça demande de prendre l'habitude de bien communiquer sur comment on ressent nous-mêmes notre niveau d'expertise sur une question donnée. Et si on pose la question du questionnaire, si on dit que la réponse est en gradient, ouais. La réponse est binaire, c'est compliqué, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça qu'on ne peut pas tirer de cette question-là plus que tant. C'était pour sonder un tout petit peu le terrain, mais voilà. Voilà. Oui, merci beaucoup pour l'exposé, c'était très clair et très intéressant. Moi, je suis en informatique, je suis chercheur en informatique. Et chez nous, actuellement, quelqu'un qui va faire de la reconnaissance faciale en expliquant que c'est très important pour les problématiques de sécurité, ça va être considéré comme pas du tout engagé, voire carrément neutre. Quelqu'un qui va travailler sur comment flouter son visage pour ne pas être reconnu par la reconnaissance faciale, parce que c'est très important pour le respect de la vie privée et la démocratie, ça va être considéré comme extrêmement engagé. Donc, j'ai un petit peu
Et c'est quelque chose qui est dans plein de sujets chez nous et dans d'autres disciplines. C'est travailler sur l'usage de missiles, c'est pas engagé. Il est sur aller chercher du pétrole au fond des océans, c'est pas engagé. Donc, il y a un petit peu cette dichotomie entre des choses qui sont, disons, habituelles, classiques, et qui donc sont considérées comme non engagées. Enfin, moi, c'est l'impression que j'en ai. Alors que des choses qui prennent un peu le contre-pied de choses dont on a l'habitude, qui sont tout de suite vues comme, tout de suite, on les voit, ça leur prend, et tout de suite, c'est quelque part plus une décision d'aller sur ces sujets-là, et du coup, c'est beaucoup plus vu comme un engagement. Voilà, bon, j'aurais aimé savoir si, voilà, si ça vous n'êtes pas quelque chose pour vous situer par rapport à ce que vous avez fait là sur le concept d'engagement. Oui, alors ça, je peux répondre pour le coup à titre personnel parce que ça n'entre pas vraiment cette question-là dans notre rapport, mais ça fait un moment que je m'intéresse à cette problématique. Et effectivement, je pense que vous avez raison. Ce qui est perçu comme engagé, voire militant, perçu, je dis bien, hein, parce que selon notre définition là, à partir du moment où il y a prise de parole publique avec prise de position, on est dans l'engagement, quelle que soit la prise de position hein, d'ailleurs, mais sera perçu comme militant ou engagé si ça va à l'encontre du mainstream, on va dire, hein, ou du statu quo. Donc, vous avez donné des très bons exemples. Autre exemple, un économiste qui va dire que la croissance verte et l'économie de marché peut tout à fait répondre aux problèmes du changement climatique, ne va pas être perçu comme militant. Un économiste qui va dire qu'il faut absolument faire de la décroissance va être perçu comme très engagé et militant. Alors que ce sont deux économistes qui prennent position sur ce que l'on doit faire en termes de politique économique et climatique. Ça joue un rôle important dans le fait de ne pas légiférer sur ces sujets-là, parce que si on veut vraiment écrire des choses, ce qui est engagé pour dire, ouais. C'est pour ça que nous, on a une définition qui est formelle finalement de l'engagement et non pas substantielle. C'est-à-dire qu'il y a alors si on parle en termes de catégories politiques, il y a de l'engagement de droite, il y a de l'engagement de gauche, les deux sont de l'engagement. Mais c'est vrai que dans le débat, l'engagement qui dérange, qui va à rebours des politiques actuelles ou du mainstream, fait beaucoup plus réagir. Alors que l'engagement qui va dans le sens des politiques actuelles ou de l'idéologie majoritaire n'est pas perçu comme engagement, mais à mon avis, c'est une erreur, ça l'est aussi. Et c'est un petit peu ce que l'on retrouve dans l'argumentaire que je vous donnais tout au début. Ne pas prendre position, c'est aussi prendre position quelque part. C'est que la non-neutralité n'est pas possible parce que de dire, non, tout va bien, le marché résoudra le problème environnemental, c'est aussi prendre position quelque part, par défaut. Alors, je vais relayer deux questions sur le chat à ça. Comment jugez-vous des mouvements comme Scientific Rebellion à l'aune de l'étude que vous avez menée? Et une deuxième question qui est, en 2017, les dirigeants de 9 organismes de recherche français ont conjointement appelé à voter contre un des deux candidats au second tour de l'élection présidentielle. Comment analysez-vous ce type d'engagement? Alors, Scientist Rebellion, c'est vrai que j'ai peu parlé de... Alors, donc, je pense que si l'on prend Scientist Rebellion comme un groupement de scientifiques inquiets de la tournure des événements sur les questions environnementales et qui tirent la sonnette d'alarme, jusque-là, parfaitement légitime, je n'y vois rien à redire. Après, on entre dans la question des méthodes, et notamment de la méthode de la désobéissance civile. C'est vrai que j'en ai peu parlé, il y a une section dans notre rapport à ce sujet-là. C'est un sujet qui nous a quand même pas mal préoccupés parce qu'on nous a pas mal interpellés justement aussi sur cette question-là. Alors, la désobéissance civile a ce site particulier, donc dans toute la gamme, dans toute la palette des moyens à disposition, des modalités d'engagement, de la conférence publique à l'apparition dans les médias ou prise de position sur les réseaux sociaux, la désobéissance civile a ce site particulier qu'elle implique de commettre une infraction, par définition. Alors, est-ce que c'est légitime ou non? Bon, alors, la version officielle du rapport, on botte un tout petit peu en touche, c'est de dire ce n'est pas à l'université de se positionner là-dessus. C'est du ressort du système judiciaire. Donc, nous partons du principe que les
chercheurs et les chercheuses qui participent à des actions de désobéissance civile le font en leur capacité de citoyens et citoyennes. Certes, ils sont chercheurs et chercheuses, ça fait partie de leur identité, mais ils le font en tant que citoyens et citoyennes. C'est au système judiciaire de juger cela. Est-ce que cela est légitime ou non? Et en Suisse, comme en France, il y a eu déjà plusieurs cas, plusieurs procès, etc. Maintenant, on a aussi fait une revue de littérature. La littérature, c'est vrai qu'il y a une littérature en sciences politiques, en philosophie politique, qui estime la désobéissance civile, historiquement et conceptuellement, comme un moyen d'expression démocratique légitime à certaines conditions, des conditions assez strictes qui sont un peu variables, mais comme la non-violence, la publicité de la démarche, le fait que ça doit être fait au nom de la sauvegarde d'intérêts fondamentaux, etc., etc. Alors, je ne peux pas revenir sur tout le débat, mais il y a quand même une littérature non négligeable académique qui permet, qui va dans le sens de la désobéissance civile comme un outil démocratique légitime à certaines conditions. Voilà. Donc, on se borne dans le rapport à dire ça, puis à dire que pour les cas particuliers, c'est au système judiciaire, non pas aux universités elles-mêmes. Donc, ce n'est pas à la direction de l'université de sanctionner un de ses employés parce qu'il a fait ça. C'est plutôt au système judiciaire d'y répondre. Voilà. Et puis l'autre question, c'était... L'exposition d'organismes de recherche vis-à-vis des élections présidentielles. Ouais. Alors, je pense que là, on va toucher assez rapidement à la question de la crédibilité et du rôle des institutions de recherche. Est-ce que c'est c'était des institutions, excusez-moi, c'était les institutions qui ont pris position ou c'était des collectifs de chercheurs, des organismes, oui. C'est une question intéressante qu'on n'a pas vraiment abordée, mais qui a connu une actualité récente, puisqu'il y a eu un édito, je ne sais pas si vous avez vu, dans Nature, le journal Nature, qui revient exactement sur cette question. Parce que Nature a fait aussi des recommandations de vote contre Donald Trump à l'époque. Et puis là, maintenant, il y a des chercheurs qui ont essayé d'évaluer quel impact ça avait eu sur la perception de la crédibilité du journal Nature parmi les votants américains. Et là, en même temps que cette étude, c'est dans le dernier numéro, ils ont republié un édito en disant « La recherche montre que notre appel à voter Biden a eu un impact sur la perception de Nature en tant que source fiable de faits scientifiques parmi les républicains, pas parmi les démocrates, évidemment. » Donc, ça a eu un petit effet, mais toujours est-il qu'on se réserve quand même le droit de encore faire des recommandations de vote à l'avenir parce qu'on estime que ça fait aussi partie de notre rôle. Donc, eux c'est ce qu'ils disent dans leur édito. Moi, je pense que quand il y a en tout cas des enjeux pour la science elle-même ou des enjeux sociétaux extrêmement importants, typiquement un candidat à l'élection qui fait fi des recommandations scientifiques en termes de politique environnementale et autres. Personnellement, je ne vois pas pourquoi des organismes de recherche ne pourraient pas prendre position sur le principe, j'entends. Après, c'est toute une question de savoir est-ce que l'on risque de nuire à la crédibilité des organismes dans l'opinion publique ou pas. Et là, c'est une question extrêmement difficile à juger. Donc, il y a peu de recherche empirique sur la question. Il y a un certain nombre d'études qu'on passe en revue dans notre rapport sur les modifications de perception en termes de crédibilité de chercheurs isolés. Et là, c'est plutôt rassurant. Donc, un chercheur qui s'engage, qui prend position sur des options même politiques en lien avec son domaine d'expertise, ne subit pas de perte de crédibilité énorme. D'après les quelques études qui ont été faites, mais qui ne sont pas forcément toutes... voilà, on en est au début de la recherche sur ces questions-là. Il y a une petite baisse de la perception de l'objectivité de ces personnes, mais qui est compensée par la perception que c'est un ou une chercheuse qui
agit pour le bien commun et essaie de se rendre utile pour le bien de la société. Donc, en fait, il n'y a pas de perte de crédibilité massive, en tout cas. L'étude dont je venais de mentionner sur les prises de position du journal Nature, enfin du board éditorial de Nature, tend à montrer qu'il y a une petite perte de crédibilité parmi les gens qui ne sont pas d'accord avec la prise de position, à savoir les républicains. D'études vraiment sur l'impact que ça pouvait avoir. Donc, c'est un risque à courir, en particulier dans le domaine politique, il y a toujours un risque d'instrumentalisation. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, une chercheuse sur le climat qui s'appelle Julia Steinberger à Lausanne, qui est très active, très engagée, qui a fait de la désobéissance civile et autres. Alors, il y a clairement une instrumentalisation au sein du Parlement national, hein, avec des gens qui vont dire regardez les scientifiques à droite, c'est scandaleux, on ne peut plus faire confiance à cette personne. Et puis à gauche, enfin quelqu'un qui tire la sonnette d'alarme et qui fait ce qu'il faut pour que les choses bougent. Donc, en particulier dans le domaine politique, il y a un fort risque d'instrumentalisation et ça, il faut en être conscient, je pense, quand on s'engage dans le débat public. Il y a une autre question dans le chat. Bon, je préfère. Les données sont-elles ouvertes? L'engagement pour les sommes ouvertes et citoyennes, pour les communs, est-elle pour vous un point important des nouvelles formes d'engagement des universitaires? La question des données ouvertes. Ouais, c'est une bonne question. Je m'étais. On n'a pas réfléchi à ce cas de figure-là en particulier. Mais on pourrait imaginer qu'en tout cas, la question de l'open data aille dans le sens d'une transparence accrue, hein, effectivement, de la recherche. On parlait des questions de valeur et de transparence sur les valeurs, sur les présupposés aussi hein, de la science. Et je pense que ça va dans cette direction-là. Et je pense personnellement que c'est une voie prometteuse. Mais voilà, je n'ai pas particulièrement étudié cette question-là. Maintenant, juste pour rebondir là-dessus, j'avais une autre question. Cette histoire d'ouverture des données, pour moi, ça tombe plutôt dans le cadre de l'intégrité scientifique ou de bien suivi une démarche, que nos données peuvent être réutilisées par d'autres chercheurs parce que le grand public aille voir nos sorties de modèles de climat. Enfin bon, ouais. J'y crois moins. Mais bon, ça c'est un autre débat. La question que j'avais, c'était, à un moment, tu as parlé de démocratisation. Juste une question, quand même, là c'est moi qui posais la question précédente. Oui. Quand je demande si les données sont ouvertes, je parlais des données du sondage. Ah pardon, oui, excusez-moi, je croyais que vous parliez de… Okay. Mais aussi en général, bien sûr. Mais, oui. Alors… Le sondage, non, on a un rapport complet avec les résultats qui est en ligne. Les données, même moi, je n'y ai pas accès direct pour des raisons de confidentialité et de protection des données personnelles, en fait. C'est-à-dire qu'on a mandaté un organisme pour le traitement des données pour garantir la confidentialité parce que les questions qu'on posait sur l'identité des répondants nous permettaient trop facilement de faire des recoupements et potentiellement de retrouver qui avait répondu quoi. Oui, je comprends bien, il y a toujours les problèmes. Un professeur de telle faculté, dans telle discipline, c'est dans une université petite comme la nôtre, on a vite fait de retrouver qui c'est. Ouais, donc en fait, non, mais s'il y a un intérêt de votre part, je pourrais faire une demande. Non, mais on peut toujours réduire le set de ce qui est ouvert. Hein. Absolument. Évidemment, on ne va pas donner le numéro de téléphone et le département, par exemple. Surtout quand c'est effectivement une zone géographique aussi faible. Mais je vous remercie, je vais devoir vous quitter, mais merci pour toute cette conférence, c'est très intéressant. Avec plaisir, merci. Juste pour rebondir là-dessus, donc les données ne sont pas disponibles en ligne ou quoi que ce soit, mais effectivement, sur demande, on pourrait les partager à certaines conditions. Donc, il y a je me permets de revenir sur le chat, il y a une autre question de Jérémy. Il y avait Eric qui n'a pas eu le temps de poser la sienne aussi. Non, vas-y, on va la poser. Okay, je ne sais pas si Jérémy Omer, la question est assez longue. Voilà. Allô, ouais, pardon. Non, ce que je me demandais, c'était par rapport à la question qui a déjà été posée, sur laquelle il y avait une réponse, mais le fait que essentiellement,
les personnes dont on attend de la transparence, c'est les personnes qui s'opposent en fait aux politiques actuelles. Et alors, bon, je m'excuse, moi, je n'ai pas lu le rapport, donc je ne sais pas à quel point vous revenez là-dessus dedans, mais j'ai l'impression que c'est en fait une question qui est extrêmement grave et qui est, enfin, en tout cas, moi, c'était un peu pour ça que j'ai écouté l'exposé aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que ça introduit un profond déséquilibre dans le débat public. Et enfin, y compris le fait que, par exemple, on attend rarement d'un politique qui justifie ses paroles. Ils ont tendance à dire n'importe quoi et on ne revient pas dessus. Et de la même façon, un scientifique qui effectivement fait des recherches en accord avec les politiques actuelles peut se permettre de faire n'importe quoi. Enfin, de dire tout ce qu'il veut sans avoir à justifier ou être transparent. Et voilà, donc moi, ma question, c'était en fait, finalement, les recommandations de transparence et de clarté, est-ce qu'elles ne devraient pas, de façon toute particulière, s'adresser effectivement à celles et ceux dont les positions reflètent les politiques actuelles? Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que les opposants, en général, sont extrêmement transparents et même parfois font état de presque trop de scrupules, quoi. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui en rajoutent des tonnes pour surtout qu'on ne puisse pas leur tomber dessus après, quoi. Voilà. Alors qu'à l'inverse, en face, on s'en fiche un peu, quoi. Bon. Oui, tout à fait. Hein. Donc, alors, si vous voulez, il y a clairement un déséquilibre ici, hein, tout à fait d'accord avec vous, non seulement entre scientifiques, entre ceux qui soutiennent les politiques actuelles et ceux plutôt des propositions un peu plus disruptives, mais aussi entre scientifiques et d'autres corps de métier qui ne sont pas tenus au même standard. Alors ça, sur cette question-là, je crois qu'en tant que scientifique, on doit accepter ça. Ma foi, les politiciens peuvent dire n'importe quoi, on leur en tient par rigueur, c'est mal fait. Il faut faire plus de fact-checking peut-être. Ça n'implique pas que nous devons baisser nos standards à nous, c'est plutôt eux qui devraient monter les leurs, mais voilà. Dans la pratique, c'est effectivement comme ça. Alors dans le rapport, nous, on estime que ces vertus ou ces bonnes pratiques de transparence, d'explicitation des présupposés, de la nature de nos propos, etc., s'appliquent vraiment à tout le monde. Mais je suis d'accord qu'il y a un petit peu de poids de mesure dans la pratique, malheureusement, et c'est quelque chose qu'on devrait essayer de corriger. Non, mais en fait, ma question, c'était plus est-ce que c'était explicite? Parce que ce que je veux dire, c'est que là, une personne dont les positions reflètent les positions actuelles, les politiques actuelles, en fait, souvent, ils ne se perçoivent même pas comme engagés. C'est ça, enfin, oui. Moi, c'est ça que j'observe autour de moi. C'est-à-dire que si, en fait, sans vraiment préciser tout ce qui est de l'ordre de la valeur, et qu'en gros, ça touche pratiquement tout ce qui... Enfin, chaque fois qu'on pose une question de recherche, presque, il y a des questions de valeur qui se posent. Si on ne vient pas expliciter tout ça, en fait, je pense que les personnes ne vont pas recevoir ces recommandations de transparence et de clarté comme s'adressant à elles, parce que elles se sentent dans juste le fait scientifique ou une sorte d'objectivité qui est assez illusoire. Oui, tout à fait. Plus par rapport à ça, en fait, l'explicitation de ma question. Ouais. Ce n'est malheureusement pas explicité en ces termes-là dans le rapport. Par contre, on a une section sur la question de la neutralité où on revient sur le fait que la neutralité, quelque part, n'existe pas, qu'il y a toujours une forme de contexte, finalement, ou un certain nombre de valeurs présentes dans une prise de parole, qu'elles soient expliquées ou pas, que l'on soit dans la direction du mainstream ou pas. Mais c'est pas, on aurait peut-être dû insister plus là-dessus, hein, effectivement, à l'intention des gens qui ne se sentent pas concernés. Mais peut-être aussi, j'entends ce que dit Jérémy dans son intervention. Je pense aussi que dans l'autre sens, il y a beaucoup de chercheurs qui s'expriment en normant un certain nombre de choses, en s'engageant sans forcément expliciter les valeurs qui sont derrière, mais aussi dans ceux qui proposent une disruption ou en disant il faut arrêter certaines choses. C'est que beaucoup vont dire je suis scientifique, je sais ce qu'il faut faire, sans expliciter les valeurs de citoyens qui poussent à s'engager aussi. Donc pour moi, c'est assez bien réparti, je dirais, dans les différents camps, ce manque d'explicitation, de transparence. Voilà, mais bon, mais effectivement, il faut, je pense que ce rapport nous aide beaucoup qu'on ait cette culture, tu appelais ça de l'engagement, c'est-à-dire que chacun, chercheur, dès qu'on s'exprime de façon publique et
Qui portent souvent, comme dit Jérémy, de bien voilà, savoir d'où on parle. Oui. Et je pense que cette question de l'explicitation des valeurs est un point crucial parce que c'est ce qui génère des craintes aussi, hein, de se dire si on explicite nos valeurs, le public va penser que notre recherche est biaisée en fait. Donc il y a aussi un travail pédagogique à faire là derrière, en expliquant comment fonctionne la science. C'est pas parce qu'on a des convictions personnelles que notre recherche ou nos résultats vont être invalides ou biaisés ou quoi que ce soit, parce qu'on applique un certain nombre de méthodes et de procédures pour éviter ça. On a aussi une communauté scientifique la plus diverse possible pour contrer les différents biais personnels, justement. Il y a un excellent livre que je vous conseille de Naomi Oreskes là-dessus, Why Trust Science, où elle explique ça de manière vraiment magistrale, avec des exemples tirés de l'histoire des sciences, etc. Et une de ses recommandations aussi, c'est arrêtons de nous cacher derrière cette prétendue neutralité qui n'existe en réalité pas. Soyons transparents, explicites par rapport à nos autres valeurs, à nos propres valeurs. Et finalement, ça ne nous rend que plus humains. Et parfois, ça rend en fait le dialogue, même avec des opposants, beaucoup plus facile. Sinon, ils ont l'impression qu'on avance masqué. Voilà, c'est ça, oui. Alors, il y a une dernière question dans le chat là, de Richard Raymond, si vous voulez intervenir. Oui, c'est une question. Merci. D'abord, merci beaucoup. Je ne l'ai pas dit à ma première intervention. Je trouve que l'exposé est vraiment extrêmement stimulant et je n'ai pas lu le rapport, mais du coup, je l'ai mis dans les choses à faire. Deux petites questions. La première question qui est très large. Est-ce que vous avez abordé la question du scientisme dans vos réflexions et dans vos discussions au sein du groupe de travail? Ce que je veux dire par là, c'est, vous l'avez évoqué, du risque de l'utilisation de notre position académique pour porter une opinion, un engagement, une idée ou une idéologie sur la place publique. Souvent, j'ai l'impression que cette question est dénoncée en histoire des sciences en particulier lorsque le scientifique a joué la mauvaise carte. Par contre, dans les débats contemporains, j'ai l'impression que cet aspect-là est un peu mis sous le tapis en disant non, dans le débat contemporain, l'engagement vaut, mais dans les positions passées, en particulier lorsque le scientifique a joué la mauvaise carte, cet engagement a été critiqué. Donc, je voulais savoir un petit peu est-ce que vous avez abordé cette question? Pas tenter, le scientifique professionnel est payé pour faire son métier, est payé pour faire ses conférences, des fois doublement d'ailleurs. Non seulement il le prend sur son temps de travail, mais en plus, parfois, il est payé même pour faire cette conférence. Donc, tout ça me semble créer une asymétrie de pouvoir dans un environnement démocratique. Voilà, ça c'est la première question. Et un des linéaments de cette question, c'est est-ce que vous vous êtes positionné ou est-ce que vous avez discuté du rôle de la mobilisation de l'opinion personnelle comme outil scientifique, qui est une des positions revendiquées, pas forcément en termes de transparence, mais véritablement en termes d'outils d'analyse par une partie des sciences humaines et sociales, et en particulier ceux qui se revendiquent de l'ethnologie partisane ou de l'anthropologie partisane. Voilà, c'est deux questions qui sont très, très larges. Je ne sais pas si vous aurez les éléments de réponse dans votre travail. Merci à vous. Alors, je vais essayer de donner 2-3 éléments rapides. Le scientisme, si je comprends bien comme vous l'entendez, une sorte de oui, on peut comme ça, oui. Savoir ce que vous entendiez par là. Par exemple, le scientisme est très critiqué dans le cadre de l'eugénisme, par exemple.
oui. mais aussi dans le cadre du soutien de certains scientifiques au régime nazi ou au régime soviétique. En revanche, c'est un peu effacé sous la forme d'autres soutiens de régimes politiques, par exemple. Là, il y a une asymétrie qui se fait jour. D'accord. Sans que je soutienne ce type de régime, hein, oui, soyons clairs. Écoutez, on n'est pas revenu donc sur dans le rapport sur les exemples historiques, hein, mais on aborde brièvement ce souci de l'abus d'autorité finalement du scientifique, de l'abus d'autorité pour faire passer finalement des opinions personnelles ou autres. Par contre, non, effectivement, on ne revient pas historiquement sur à quelles conditions socio-historiques ce genre de choses serait perçu négativement quand on est du mauvais côté de l'histoire ou plutôt positivement aujourd'hui parce qu'on est du bon côté de l'histoire, par exemple, sur les questions environnementales. Ce que je peux dire peut-être... Oui, c'est qu'on essaye en tout cas, la tendance générale du rapport, vous l'aurez compris, est vraiment assez favorable à l'engagement. Je ne sais plus si on le marque explicitement ou si c'est dans mes communications orales que je le dis plus tôt, mais on ne fait pas non plus de l'angélisme. Il existe aujourd'hui des cas de personnes très engagées qui probablement utilisent leur statut de scientifique, parfois renommé, à des fins peu louables ou peu conformes aux bonnes pratiques. Ça existe aussi, et c'est pour cette raison-là que dans nos recommandations à l'institution, on réserve quand même le fait qu'une institution puisse soit se distancer, soit condamner un certain nombre de propos à certaines conditions, en espérant que ce soit des cas qui restent plutôt rares. Mais sinon, on ne revient pas sur la question du scientisme de manière générale et historique. Et puis, excusez-moi, la deuxième partie de cette même question, c'était quoi déjà? Ah oui, anthropologie, le fait de mobiliser les opinions personnelles d'un point de vue épistémologique, pratiquement, hein, comme moteur du choix de recherche et autres. Alors, ce qu'on a fait, on ne vient pas là-dessus en détail. Par contre, dans notre enquête, on a quand même posé la question. Malheureusement, je n'ai pas le résultat en tête et je ne l'ai pas là, mais si ça vous intéresse, je peux vous le transmettre. On avait quand même posé la question aux personnes qui se sont annoncées engagées, c'est est-ce que c'est vos résultats de recherche qui vous ont poussé à vous engager ou est-ce que vous avez choisi votre domaine de recherche en fonction de vos engagements préalables, vos opinions préalables. Il se trouve que, par exemple, on a un département d'études genre assez important à l'Université de Lausanne et assez vocal aussi. Et dans ce cadre-là, ça c'est plutôt dans les focus group qu'on a pu le reconstituer. On a énormément de personnes qui ont choisi d'étudier ce sujet du fait de leurs convictions préalables. Dans le cas du climat, on est presque plutôt dans l'inverse. On a dans le cas de chercheurs en climatologie, économie du climat, politique climatique et autres, qui, du fait de ce qu'ils ont observé dans leurs recherches, en ont déduit un engagement. Donc, voilà. Donc, c'est en ces termes-là qu'on a posé la question, et pas tellement en termes épistémologiques. Voilà. D'ailleurs, ça dépend des générations. Ça dépend certainement des générations aussi, oui. On a des jeunes qui arrivent engagés. Oui, effectivement. Qui sont déjà engagés et qui choisissent la climatologie parce qu'ils se font du souci pour cette question-là, etc. Donc, les deux peuvent exister. Hein. OK. Je poserai ma question dans je crois que je n'ai pas répondu à la dernière. Il y avait encore une... Non, c'est bon, j'ai tout répondu là. C'est bon, OK. OK, donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup. J'ai juste un petit... Voilà. Merci beaucoup, Augustin. Merci avec plaisir. À tous les participants qui ont permis la richesse du débat. Et puis, on vous donnera rendez-vous pour un prochain séminaire. Merci. Merci à tout le monde pour les excellentes questions et la discussion. 23 ou 25 mai, je sais plus. Oui, mais de toute façon, on suivra. Voilà.